Allez, on est chaud. Je n'ai jamais fait de FAQ parce que je ne voulais pas simplement répondre à quelques questions en choisissant uniquement celles qui m'arrangent. Je voulais faire les choses bien, c'est-à-dire vous raconter réellement mon parcours avec ses bons et ses mauvais côtés sans vous mentir. Sauf que le problème, c'est que le faire convenablement, ça prend du temps, alors j'ai sans cesse repoussé. Et puis même si ce n'est pas forcément facile de se l'avouer, j'ai aussi conscience que certains se serviront de ce parcours pour me mettre des bâtons dans les roues, tant sur le plan militant que professionnel. Mais bon, j'arrive à un moment de ma vie où je dois faire des choix et je pense que vous dire d'où je viens et qui je suis est la moindre des choses. Je vais donc essayer de vous dire un maximum de choses sur moi et je tâcherai juste de préserver ma famille et mon lieu de travail pour ne mettre personne dans une situation embarrassante. Je suis né à la fin des années 90 dans une petite ville de campagne. Si je devais décrire ma famille, je dirais qu'elle est à l'image de la petite bourgeoisie catholique de province en crise de cette époque. Paradoxal. Un curieux mélange d'attachement aux valeurs traditionnelles, mais aussi à la culture légitime française qui correspond pourtant généralement à la critique de ces mêmes valeurs traditionnelles. Des gens qui amènent leurs enfants à la messe le dimanche, au caté le mercredi, tout en les poussant à travailler les sciences et la philosophie qui les amèneront plus tard à renier leur croyance en Dieu. Cette classe qui s'implique réellement dans Emmaüs, le Secours catholique ou d'autres mouvements de bienfaisance, tout en votant pour les pires réformes libérales année après année. Bref. C'est à l'intérieur de ce milieu social bien particulier que j'ai grandi et que j'ai pu par exemple faire la fierté de ma mère en devenant enfant de cœur. Aujourd'hui j'en souris car je ne suis pas croyant en Dieu, mais je pense que cette première socialisation catholique a eu une réelle influence sur ce que je suis aujourd'hui. Je caricature sûrement un peu, mais je pense que chez moi la culture catholique a été à l'origine d'une fibre sociale, d'une croyance en la transformation du monde dans l'intérêt du plus grand nombre et d'abord des plus dominés. Et puis vint le divorce de mes parents. J'avais une douzaine d'années et ce fut pour moi un changement important de suivre ma mère vers une ville moyenne où la mentalité des gens et leur manière d'interagir n'avaient rien à voir avec ce que j'avais connu jusqu'ici. Dans ma campagne, mes anciens amis étaient principalement des enfants d'agriculteurs, des enfants de notables, des enfants de gens du voyage qui s'étaient sédentarisés et qui scolarisaient leurs enfants dans l'école privée catholique où j'étais. Je crois que le point commun entre ces trois populations, c'est justement ça, le catholicisme. On se retrouvait ainsi dans les mêmes lieux de socialisation, à la messe, au caté et dans la même école. Ceux qui allaient devenir mes nouveaux amis dans le collège public de centre-ville où j'étais maintenant scolarisé, étaient à l'opposé de ces populations, souvent issus du salariat du tertiaire, des professions intermédiaires et de l'encadrement, ainsi que de la petite bourgeoisie citadine athée. Et s'il y a bien une chose que la vie m'a appris, c'est que malgré le fait qu'ils aient souvent des niveaux de vie comparables, la petite bourgeoisie catholique de campagne et la petite bourgeoisie athée citadine qui se mélange beaucoup avec des salariés CSP+, n'ont pas forcément la même vision du monde. D'un côté, la petite bourgeoisie catholique de campagne détestait celle citadine, les fameux bobos, qui font des leçons à la terre entière alors qu'ils font partie des principaux bénéficiaires de la mondialisation capitaliste. De l'autre côté, la petite bourgeoisie citadine déteste cette bourgeoisie de campagne qui devient de plus en plus raciste à mesure qu'elle voit de moins en moins d'immigrés. Bref, je pense que le fait d'avoir connu ces deux milieux m'a permis d'être conscient des biais de chacun de ces groupes sociaux, même si mon origine sociale petite bourgeoise catholique m'a forcément plus amené à regarder les défauts de cette classe avec sourire, et au contraire à détester profondément cette gauche bobo PS EELV. Au départ, tout cela restait inconscient car comme tout le monde j'imagine, je ne suis pas né en m'intéressant directement à la politique. J'ai d'abord été un scientifique, même plus particulièrement un matheux. Probablement parce que les maths avaient pour moi un aspect ludique. Résoudre des problèmes, catégoriser, définir des termes sont vraiment des choses qui ont influencé mon parcours personnel et intellectuel. C'est par cet intérêt pour les sciences et pour la méthode scientifique que je suis allé vers la philosophie, l'éthique et la politique. Je crois que s'il y a un auteur qui m'a marqué dans ma jeunesse car il m'a permis de faire le pont entre ce côté scientifique et philosophique, c'est Bernard Werber. Avant mes 14-15 ans, je ne lisais quasiment pas de livres, surtout des mangas et des BD, mais vers 15 ans, j'ai découvert cet auteur qui a écrit de la science-fiction avec une dimension scientifique, mais aussi une dimension existentielle. Et je pense que ça m'a permis de comprendre que la démarche scientifique pouvait s'appliquer à tout un tas de choses et de problèmes dont je n'avais même pas idée et qui allaient plus loin que la simple science, qui pouvaient être par exemple des problèmes humains et politiques. En vous parlant de cet auteur, je me rends compte que ça peut paraître ridicule par rapport aux autres auteurs dont on a parlé sur cette chaîne. Mais je vous mentirais si je vous disais que les Thanatonautes ou le cycle des dieux n'avaient pas eu de l'importance pour moi au début de mon adolescence.
C'est pour ça que je ne me moque pas des gens qui trouvent un intérêt intellectuel aux séries, aux BD ou aux mangas. Chacun peut trouver des nouveaux questionnements et des nouvelles réponses à partir de choses parfois un peu futiles, en particulier à l'adolescence. Chez Werber, il y avait un aspect science-fiction. Par exemple, si on prend un bouquin comme Le Papillon des étoiles, ça parle de la construction d'une sorte d'arche de Noé spatiale pour humains, avec 144 000 personnes qui montent dedans pour échapper à la destruction de la planète et coloniser une exoplanète. Ce genre de truc, c'est pas éminemment politique, à première vue, mais ça fait se projeter dans le futur, dans l'utopie, dans comment le monde pourrait être, qu'est-ce qui serait bien pour les sociétés humaines. Et puis il y a le thème de la migration, le thème de la colonisation. Quand on a 15 ans, ça nous élève ce genre de choses. De toute façon, à 15 ans, on n'aurait pas lu du Marx ou du Kant. Et d'ailleurs, si ça se trouve, on lirait jamais du Marx ou du Kant sans avoir un jour refait le monde grâce à des romans, des mangas ou je ne sais quoi. À partir de là, j'ai commencé à me tourner vers la philosophie et la politique. C'est-à-dire que j'ai commencé à comprendre que tout un tas de choses que j'avais pris jusqu'ici comme allant de soi, que je trouvais totalement absurdes, étaient en fait explicables. Par exemple, un truc qui m'a choqué assez jeune, du fait de mon côté catholique j'imagine, c'est le fait que des gens dorment dans la rue en France au XXIe siècle. Nous sommes un des pays les plus riches au monde, on a largement de quoi loger tout le monde, mais il y a littéralement des gens qui dorment dans la rue, dans toutes les villes de France, toute l'année. C'est aberrant. Et je commençais à comprendre que ce genre de phénomène social n'avait pas toujours été présent dans l'histoire et que ça dépendait surtout de choix politiques. C'est pourquoi j'ai commencé à vouloir en savoir plus sur la politique. Et comme bon nombre de personnes de mon époque et de ma génération, les premiers discours structurés qui m'ont touché, je les ai trouvés sur internet. À cette époque, il n'y avait pas beaucoup de choix sur YouTube et Dailymotion. On était avant la déferlante de droitardés de la fin des années 2010. Je pourrais réduire les figures importantes pour ma première politisation à 3 personnages, Usul, Alain Soral et Étienne Chouard. Ça paraît débile a posteriori, mais c'est ça aussi la confusion dont je vous ai parlé sur la chaîne. Regardez à la fois Usul et Soral. À l'époque, j'étais le genre à dire qu'il y avait des bonnes idées partout, qu'il fallait écouter tout le monde, et j'aimais autant entendre Usul parler de Frédéric Lordon que Soral critiquer Sarkozy, Hollande ou Valls. J'étais dans cet idéalisme qui empêche de comprendre l'histoire en termes de lutte concrète entre différents groupes sociaux qui ont des intérêts matériels opposés et donc des visions du monde et des doctrines politiques qui s'opposent. C'est pourquoi je ne comprenais pas qu'on ne puisse pas à la fois adhérer au discours socialiste internationaliste d'un Usul et au discours national-socialiste d'un Soral par exemple. Alors que c'est logique, dans un cas on met en avant une lutte du prolétariat contre la bourgeoisie nationale mais aussi internationale, et dans un autre, on met en avant une alliance entre la bourgeoisie nationale et le reste des corps sociaux nationaux contre la bourgeoisie mondialiste. On ne peut pas à la fois s'allier à la bourgeoisie nationale et lutter contre, ça n'a pas de sens, et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'on adhère à la fois à Soral et à Usul. Mais pour moi, à l'époque, l'important n'était pas tant le projet qu'on portait que le rejet du pouvoir en place, et c'était ça qui rapprochait Usul, Soral et Étienne Chouard, leur rejet commun de Sarkozy et d'Hollande. Je suis resté longtemps dans cet idéalisme, notamment parce que j'adhérais au discours de cette troisième personne, Étienne Chouard, qui était fondamentalement transpartisan et transclasse. Il consistait à dire qu'il fallait une sorte de démocratie directe, une réécriture de la Constitution par une assemblée tirée au sort. Ce discours, je le trouvais intéressant parce qu'il nous autorisait à repenser la société et à être des citoyens actifs dans une période où justement, je me questionnais sur ce que serait la société que je désire. Il faut comprendre qu'à cette époque, la politique mainstream semblait cadenassée et donnait l'impression que des élites demandaient tous les 5 ans aux gens de simplement acquiescer et de choisir entre l'UMP et le PS qui, année après année, avaient produit les mêmes politiques désastreuses. J'avais l'impression qu'il y avait en haut des gens qui faisaient des choix pour eux-mêmes, contre la population, et que quoi que la population vote aux élections, sans rupture nette avec le système, ça continuerait. C'était au fond l'héritage du non de 2005 à la Constitution européenne bafouée par Sarkozy. 54,87% pour le non, 45,13% pour le oui, et regardez aussi la carte de France de ce vote. Campagne de 2005 durant laquelle justement le personnage d'Étienne Chouard avait commencé à se faire connaître. Étienne Chouard était en 2005 un petit professeur de lycée marseillais quand un beau matin, voilà qu'on nous consulte sur une histoire de traité instaurant une constitution européenne. Alors Étienne y prend ça très au sérieux, il lit, il se renseigne, il essaye de comprendre et il débat en faveur du non sur internet. Il devient même ce qu'on pourrait appeler un blogueur médiatique. Ce dont il a l'impression, c'est qu'on se fout de la gueule du peuple et le résultat du référendum lui donnera raison. J'étais persuadé que le clivage droite-gauche était une fausse alternative utile au pouvoir pour nous diviser.
Avec ma vision du monde de l'époque, la solution pour mettre fin à l'hégémonie de l'UMP et du PS qui avaient trahi était simple, une alliance entre tous leurs opposants. Il fallait mettre Soral et Usul, Le Pen et Mélenchon autour d'une table pour trouver une solution commune contre l'hégémonie capitaliste mondialiste que représentaient Sarkozy et Hollande. Et la proposition de constituante tirée au sort par Chouard me semblait justement aller dans ce sens-là. Pour les plus jeunes qui n'ont pas connu ces années-là, ça doit paraître vraiment débile ce que je raconte, mais il faut se rappeler que justement, c'était un temps où les discours de Le Pen et de Mélenchon étaient les deux faces d'une même pièce qu'on appelait le populisme. D'un côté, la Le Pen de cette époque avait pour moi certaines idées qui allaient dans le bon sens. Sous l'influence de Soral, le RN avait rompu avec l'ultralibéralisme reaganien du père Le Pen, puis sous l'influence de l'ex-chevènementiste Philippot, il arborait des couleurs souverainistes. Le RN défendait alors la sortie de l'UE et de l'euro pour redonner souveraineté et contrôle de leur monnaie aux Français. J'adhérais évidemment aussi à leur dénonciation de ce qu'ils nommaient l'UMPS, cette fausse alternance droite-gauche, vrai binôme néolibéral et antidémocratique. Marine Le Pen, pour vous, qu'est-ce qui serait, selon vous, le plus mauvais pour la France? L'élection de François Hollande ou la réélection de Nicolas Sarkozy? C'est exactement la même chose. Faire une taxe sur les transactions financières, j'ai déjà entendu ça, moi, de la part de M. Sarkozy. Réguler les banques, j'ai déjà entendu ces promesses-là. Ça n'a jamais été fait, mais j'ai déjà entendu, y compris dans la bouche de M. Obama, d'ailleurs. Bon. Par conséquent, on voit bien que sur l'euro, ils ont la même vision. Sur l'Europe, ils ont la même vision. Ils sont tous les deux pour le fédéralisme européen. Ils sont tous les deux pour continuer les plans de renflouement des pays qui tombent les uns après les autres. Il n'y a qu'un malheur, c'est que ces plans de renflouement, c'est de l'argent qui sort de la poche des Français. On voit bien que sur la vision d'avenir de la voie que doit prendre la France, il y a une similitude totale de trajectoire entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. De l'autre côté, le Mélenchon d'avant la France insoumise me semblait faire un diagnostic similaire. Critique des traités européens néolibéraux et du diktat de Bruxelles, sortie de l'UE et création d'une alliance entre pays méditerranéens poétiquement appelée Mare Nostrum. Nous adressons notre salut fraternel et notre solidarité au peuple grec qui pâtit, aux Espagnols, aux Portugais, aux Italiens, à tous ceux qui ont pour l'instant sur leur tête le poids de l'oppression venue de l'abjecte Troïka qui a décidé dorénavant de contrôler chaque peuple et à qui, paraît-il, il faudrait demander l'autorisation de disposer librement de nous. Et puis chez Mélenchon, il y avait un truc qui le rapprochait de Chouard, c'était dès 2012 la notion de constituante, c'est-à-dire la volonté de faire en sorte que le peuple lui-même réécrive les règles du jeu. Si c'est nous qui sommes appelés à reconstruire la règle du jeu de notre pays en convoquant la constituante qui est nécessaire, plus jamais une seule délégation de souveraineté du peuple ne sera jamais opéré sans qu'il ait été auparavant consulté par voie de référendum. Pour autant, je n'adhérais ni à l'un ni à l'autre des partis, je trouvais Le Pen trop libéral sur le plan économique, et Mélenchon trop libéral sur le plan culturel. Je pense que c'était vraiment mon inconscient d'adolescent élevé dans la petite bourgeoisie catholique de campagne en crise qui parlait. J'étais anti-libéral économique car j'avais baigné dans l'aspect social du catholicisme, car toute ma vie les politiques libérales n'avaient fait qu'empirer la crise, et sûrement aussi un peu, si on veut être franc, car adolescent on s'oppose à ses parents, et que les petits bourgeois étant essentiellement des boutiquiers libéraux, ma manière de m'opposer à mes parents était d'être socialiste. Et puis j'étais aussi anti-libéral sur le plan des mœurs, car élevé dans certaines valeurs traditionnelles. En tant que mec, pour moi, la question de l'avortement ou la question de la domination de genre était abstraite. Et ça m'arrangeait bien de ne pas y réfléchir car ça me permettait de ne pas avoir à me remettre en question. En tant qu'hétéro, je ne comprenais pas du tout les luttes LGBT par exemple. Et en tant que blanc qui ne s'était jamais fait contrôler de sa vie, je ne pouvais pas comprendre l'enjeu des violences policières ou des discriminations raciales. J'avais 15-16 ans et même si ma détestation du libéralisme tant social que sociétal allait me mener tout droit dans le rouge-brunisme et les sphères soraliennes, j'étais avant tout un adolescent ouvert, un peu idéaliste et rêveur, car je n'étais pas impliqué dans un quelconque rapport de force qui m'aurait demandé d'assumer une opposition concrète, incarnée au-delà des discours. Je souhaitais simplement que les gens discutent, votent et fassent société entre eux, comme me l'avait enseigné Étienne Chouard. Sauf que voilà, quand on croit à la discussion et au consensus comme moyen de faire société,
Il n'y a rien qui crée autant de réactance chez nous que le déni de liberté d'expression et le refus du débat par des étiquettes faciles. Nous sommes le 22 juillet 2014, Usul sort un épisode de sa géniale série de l'époque, Mes chers contemporains sur Étienne Chouard. Usul déroule l'argumentaire chouardien, reste bienveillant avec lui et le défend contre les accusations de complotisme, d'être proche de la fachosphère, etc. La vidéo marche bien, va clairement dans le bon sens selon moi, mais dès le lendemain, Usul se rétracte. Il aurait discuté avec des antifas pendant la nuit et décide finalement de rajouter un avertissement au début de sa vidéo pour expliquer que quand même, Chouard parle à des fachos et donc qu'il est lui-même à moitié contaminé par le virus fasciste. Je caricature le déroulé des événements parce que dans ma tête, à l'époque, c'est ça qui s'était passé. Le fait qu'Usul finisse par le cancel en une nuit pour des propos invérifiables rapportés par des gauchistes comme quoi, en privé, Chouard aurait qualifié Alain Soral de résistant, vraiment, ça m'a fait péter un plomb. Et même si ma trajectoire sociale et intellectuelle m'aurait probablement quand même mené à ce qu'on a appelé la dissidence, ce faux pas d'Usul a été la goutte d'eau qui m'a fait me dire qu'au fond, la solution ne se trouvait pas à gauche, mais bien dans le ni droite ni gauche. 2014, c'est aussi le moment de l'affaire Dieudonné, qui m'a poussé, elle aussi, à m'intéresser plus profondément à ces sphères dites dissidentes. L'image de Manuel Valls, censé incarner la gauche, mai 68, il est interdit d'interdire, qui finit par interdire le spectacle d'un humoriste, ça venait confirmer toute la lecture que j'avais de la situation historique. La gauche et la droite qui se passaient le pouvoir au nom du peuple, tout en chiant dessus allègrement et en dissidant de quoi on avait le droit de rire ou non. Alors je sens déjà les retombées qu'auront la vidéo que vous êtes en train de regarder parce que avoir adhéré un jour au discours de cette dissidence et notamment à Soral, c'est forcément le signe que j'étais un antisémite acharné. Et je sais que certains voudront expliquer mon combat actuel pour la Palestine par exemple par une hypothétique haine des juifs. La réalité c'est que je ne me suis jamais senti antisémite. Ça veut pas dire que j'ai pas eu des schémas de pensée, qu'aujourd'hui je sais être les éléments de langage de l'antisémitisme historique qui s'assume rarement. Mais Soral était confusionniste et j'ai mis des années avant de comprendre qu'il était antisémite. Ceux qui ont écouté beaucoup de Soral le savent. Son discours dans ces années-là, c'était « Moi je ne suis pas contre le juif du quotidien qui est un Français comme un autre, mais contre le lobby sioniste, contre les gens qui se disent à gauche en France tout en supportant l'extrême droite israélienne. » Il y a en France une dérive totalitaire aujourd'hui, une dictature du politiquement correct, instrumentalisée par ce que j'appelle la communauté juive organisée, et qui n'est pas les juifs du quotidien, c'est-à-dire par le CRIF, dans les intérêts exclusifs d'Israël, vous voyez. Et comme Israël est le dernier état d'apartheid du monde, on est dans un dysfonctionnement total sur le plan des valeurs républicaines démocratiques à cause de la très grande influence du lobby sioniste sur la France, qui est un sionisme d'extrême droite. Ça me semblait plutôt cohérent comme discours, tout comme les musulmans ne sont pas responsables de ce que font certains terroristes islamistes. Les juifs ne sont pas responsables de Meir Habib ou de Netanyahou. C'était à ça que j'adhérais. Mais ce que je me refusais de voir, c'est que pour Soral, l'influence des sionistes était démesurée. Le concept d'américano-sioniste lui permettait de repenser toute la géopolitique mondiale à partir d'intérêts cachés israéliens par exemple. Je me souviens que sur ça justement j'étais pas convaincu, mais c'était pas grave parce qu'au fond ce que je trouvais chez Soral c'était pas de l'analyse géopolitique, c'était pas ça qui m'intéressait, c'était pas l'important. Donc je mettais ce genre de red flag évident de côté, un peu comme si j'étais dans une forme de déni si vous voulez. Je pense qu'il y a deux choses en particulier qui m'ont fait tomber dans le soralisme à l'époque. Premièrement, Soral était un modèle de masculinité pour moi, jeune homme en devenir qui avait besoin de repères pour savoir quoi faire de ma vie. Tout ça s'est passé inconsciemment, mais si j'ai persévéré dans les arts martiaux par exemple, et si je me suis mis à lire beaucoup pour développer mon esprit, je pense que c'est en partie par l'influence de Soral. Et c'est d'ailleurs pas quelque chose que je regrette, au contraire. Ça paraît bête, mais je pense que l'aspect développement personnel dans un monde où les valeurs traditionnelles sont en crise a été l'un des facteurs qui a fait l'influence de Soral sur nombre de jeunes hommes au profil similaire au mien. Des jeunes hommes hétéros, élevés dans la religion chrétienne ou l'islam, issus des banlieues ou des campagnes, tous ces hommes qui se sentaient un peu en décalage avec la masculinité mise en avant par des Parisiens citadins nés dans des familles athées, et qui ont vu en Soral un modèle de virilité. Et d'ailleurs, il faut noter que Soral s'est d'abord fait connaître pour ses conseils de drague. C'est un peu le précurseur des youtubeurs mascu-drague de rue qu'on voit aujourd'hui. Tout le monde n'est pas un virtuose comme Alain Soral. Véritable professionnel de la drague, son tableau de chasse est impressionnant. Environ 700 femmes en 6 ans, une tous les 3 jours en moyenne.
La seconde chose qui m'a fait adhérer au soralisme, et sûrement la plus importante, c'est sa critique de la bourgeoisie de gauche. Soral a été pour moi celui qui osait taper sur la gauche caviar qui me paraissait dominer la culture et une partie du champ politique depuis les années 1980. Je me souviens avoir maté en boucle son opposition à Isabel Alonso par exemple, qui consistait en gros à dire que c'était un peu facile d'être féministe quand on est une bourgeoise blanche dont la liberté repose sur le fait qu'on exploite des hommes pour produire à sa place et qu'on exploite des femmes pour garder ses gosses et faire son ménage à sa place. De parler de conditions de la femme, c'est aussi stupide que de parler de conditions de l'homme, et de penser que le balayeur malien ou que le plongeur tamoul humilie d'une quelconque façon, par exemple une bourgeoise du tertiaire qui mange dans un restaurant et qui lui fait faire son ménage, c'est d'une stupidité absolue, et ça ne fait pas honneur aux femmes qui prétendent penser que de réduire le monde à une telle vision stupide, car il est évident que la condition des hommes ou des femmes dépend d'abord de leur statut social. À y repenser, c'était un banal discours class first qui n'a pas trop de sens. C'est pas parce qu'une bourgeoise exploite des gens qu'elle n'est pas aussi dominée en tant que femme par son mari et par la structure sociale patriarcale. Mais à l'époque, le fait de le voir remettre en place ces bourgeois parisiens de gauche, du PS, de SOS Racisme, qui avaient trahi les travailleurs français en se donnant une allure progressiste sur certaines questions sociétales que je considérais secondaires, ça faisait vraiment sens pour moi. Au moins, la bourgeoisie de droite n'a jamais prétendu être du côté des travailleurs, là où celle de gauche portait le nom de socialiste et faisait des grands discours. Du coup, Soral, c'était pour moi celui qui dénonçait ces traîtres qui s'étaient autoproclamés garants de la bonne morale parce qu'ils traitaient de sexistes des prolos un peu masculins au SMIC sur Canal+. C'est la liberté de la presse, monsieur, on n'est pas à Cuba ici. Mais bien sûr. En parallèle de cette politisation sur Internet, j'ai commencé à lire de la philosophie. J'avais pour ambition de trouver dans ces livres certaines réponses concernant ma vie future. J'étais un très bon élève de filière scientifique, et donc j'avais la chance d'avoir plein de choix possibles qui s'offraient à moi. Alors j'ai commencé à me poser une question qui est celle qui m'anime jusqu'à aujourd'hui, que faire ? Cette question, je l'ai d'abord traitée de manière assez individuelle sur le plan éthique. Que faire pour vivre heureux ? J'ai commencé à lire des classiques de philosophie éthique grecque pour répondre à cette question, notamment l'éthique à Nicomaque ou la lettre à Ménécée d'Épicure. Et puis, voyant l'intérêt de telle lecture, je me suis dit que pour aller plus loin et bien comprendre ce que je lisais, il fallait que je lise tous les philosophes des plus anciens aux plus récents. Bon, je l'ai jamais fait, mais je disais à l'époque qu'il n'y avait que comme ça qu'on pouvait tout comprendre. J'ai donc repris depuis ce que je pensais être le début en lisant l'intégrale de Platon. En lisant Platon, j'ai vécu une expérience assez spéciale. Platon m'a rendu marxiste. Enfin, j'abuse un peu en disant ça, mais en gros, dans un passage qui m'a marqué, Platon dit que pour répondre à la question de ce qui est bon pour l'homme, il faut d'abord définir clairement ce qu'est l'homme. Platon prend l'exemple d'un lapin. Si je veux savoir ce qui est bon pour un lapin, je dois savoir ce qu'est un lapin. La question de savoir ce qui est bon pour moi renvoie donc à celle de savoir ce que je suis moi-même, et donc ce qu'est l'homme. Connais-toi toi-même, le précepte delphique. Cette pensée assez simple m'a fait changer de champ de recherche. Là où j'étais venu à la philosophie pour l'éthique, j'avais maintenant envie de lire de l'anthropologie, de la psychologie, de la sociologie pour mieux connaître l'être humain. C'est par ce biais que j'ai été inlassablement attiré vers le marxisme, qui pour moi est l'approche théorique la plus efficace pour comprendre ce qu'est l'homme. Mais n'allons pas trop vite. Si je vous disais que je suis passé instantanément de Platon à Marx, ça serait faux. Et en plus, ça n'aurait aucun sens. Marx, c'est un penseur du 19e siècle, c'est un penseur complexe, il faut avoir une certaine culture philosophique pour le comprendre. Justement, il se trouve qu'en parallèle de lectures strictement philosophiques, j'avais commencé, sous l'influence de Soral et de Chouard, à lire des ouvrages plus politiques. J'ai d'abord été attiré par l'anarchiste français Proudhon, dont la lecture m'a été utile par la suite pour attaquer Marx, justement. Et puis un nom revenait sans cesse dans les sphères rouge-brunes que j'écoutais, celui de Michel Clouscar. Ce penseur m'attirait car Soral le présentait comme son père spirituel et comme celui qui avait dénoncé dès les années 1970 la trahison de cette gauche PS bobo insupportable. En plus de cela, le personnage me plaisait, campagnard, sportif. Ça changeait de l'archétype du philosophe parisien qui n'a jamais enfoncé un clou de sa vie. Me voilà donc en train de lire Clouscar. Sauf qu'il y avait un hic. La majorité de ces bouquins étaient trop compliqués pour moi, tant sur le plan de la philosophie que du verbiage marxiste qu'il utilisait. C'est ainsi que j'ai commencé à m'intéresser plus sérieusement au marxisme, que ce soit par internet ou dans les livres. Nous étions en 2017, j'étais en 2e année de médecine après avoir choisi cette voie pour devenir psychiatre. Choix plutôt logique pour quelqu'un de bon en sciences qui voulait apprendre à mieux connaître l'homme, et il faut l'avouer qu'il savait au fond de lui que la médecine lui permettrait de ne jamais être dans le besoin. J'avais presque la vingtaine et j'avais un peu évolué sur le plan politique.
D'extérieur, ça ne se voyait pas forcément. J'oscillais entre les analyses de Soral et puis mes lectures, souvent marxistes, des socialistes antilibéraux comme Jean-Claude Michéa par exemple. Je lisais aussi Michel Clouscar, dont j'arrivais maintenant à lire les ouvrages les plus simples, même si je ne comprenais pas toujours tout et que, après avoir écouté des années de Soral et avoir lu Michéa, je n'apprenais pas grand-chose de nouveau en lisant sa critique de la bourgeoisie de gauche. Bref, je me formais, mais la confusion régnait toujours autant chez moi. Ma pensée politique restait dominée par la détestation du libéralisme, tant social que sociétal, et je liais ce libéralisme à la question de l'UE, cheval de Troie libéral de la bourgeoisie qui nous dictait nos lois. Durant les années qui vont du début de mon lycée à mes premières années de médecine, mon intérêt pour la politique avait fluctué comme je le fais souvent sur de nombreux sujets. J'avais notamment un peu mis en retrait la politique et la philo pendant ma première année de médecine, dans le but de la réussir, mais surtout parce qu'il y avait tellement de choses nouvelles à apprendre que je trouvais passionnantes, que je n'avais pas de temps à consacrer à autre chose que de découvrir et ingurgiter les nouveaux cours pour les maîtriser sur le bout des doigts. Ça m'a permis de passer ce concours en un an et donc de vaquer à d'autres occupations plus rapidement que si j'avais pris 2 ans pour le faire. Bref, nous étions en 2017, le premier tour des élections approchait. J'hésitais encore pas mal. Pour qui voter pour à tout prix empêcher LR, le PS, ELV et En Marche d'arriver au pouvoir? Le Pen, oui mais bon, elle n'était plus aussi solide qu'avant sur l'UE et la sortie de l'euro et elle n'était pas franchement contre le libéralisme. Mélenchon? Pourquoi pas, mais il avait appelé à voter Hollande en 2012 et il était vachement libéral sur le plan des mœurs selon moi. Alors pour qui voter quand on est confus et qu'on n'a pas le courage de faire un choix? François Asselineau. François fucking Asselineau. J'ai voté pour ce mec en 2017. Les étudiants en médecine, l'élite de la nation qu'on vous dit. Je me suis retrouvé à voter pour Asselineau et le pire dans tout ça, c'est que je croyais réellement qu'il y avait un vote caché et qu'il allait faire genre 10% comme il le disait. En vrai, ce vote paraît aberrant, mais c'était logique au fond et assez schwardien. Aucune solution ne me convenait, mais le socle minimal du Frexit et du RIC proposé par Asselineau, ça m'allait très bien. Ce choix m'a d'ailleurs fait m'éloigner un peu de Soral, étant donné qu'il semblait étonnamment vindicatif à l'égard d'Asselineau, lui préférant Le Pen. Alors que Le Pen n'était pas aussi clair sur le RIC et sur l'UE, et donc je voyais pas trop pourquoi il disait ça. Asselineau ne combat pas l'Union européenne. Il combat le discours de Marine Le Pen sur l'Union européenne en disant qu'elle ne voudrait pas réellement sortir de l'Union européenne. Donc Asselineau n'est pas un candidat anti-européen, c'est un candidat anti-Front National. Donc en fait c'est un candidat pro-européen si on comprend que la politique c'est du billard à 3 bandes. Donc je dis aux abrutis qui s'extasient sur Asselineau qu'au lieu de s'extasier sur Asselineau, ils comprennent en fait que c'est quand même l'idiot utile du système. Qui n'est là que pour empêcher finalement le parti authentiquement patriote d'accéder au pouvoir. Quand j'y repense, je me dis que j'avais un rapport vraiment abstrait et idéaliste à la politique, et que notamment la question du racisme était totalement impensée chez moi. Ce qui me rendait de fait incapable de combattre mes propres biais racistes et de critiquer l'aspect raciste des discours soraliens sur les islamo-racailles ou sur les sionistes. Alors forcément, quand vint le véritable moment de choisir, celui du deuxième tour des élections présidentielles 2017, il n'a pas été particulièrement difficile pour moi de voter Marine Le Pen, pensant faire barrage au pire Macron, qui était selon moi une synthèse d'Hollande et de Sarkozy. Quand on n'a aucune analyse matérialiste du racisme, comme moi à l'époque, on ne comprend pas que les discours sur les gens non assimilés, sur les racailles, sur le bon et le mauvais immigré, etc., ce sont des discours qui dissimulent le racisme, et in fine ce sont des discours racistes. Et comme en plus, même la droite républicaine, le centre et le PS utilisaient ce genre de rhétorique... Il faut démanteler tous les campements. Ensuite, nous procédons évidemment à des reconduites à la frontière. Parce que la majorité seront reconduits à la frontière. La majorité doivent être reconduits à la frontière. Il n'y a pas d'autre solution. Nous ne sommes pas là pour accueillir ces populations. Je crois qu'il faut dire les choses. J'ai entendu le ministre de l'Intérieur, on pourrait presque lui donner sa carte d'adhérent au Front National. À l'époque, quand j'écoutais quelqu'un comme Florian Philippot, je me disais que c'était un républicain, souverainiste, de droite économiquement, mais rien de plus. C'était évidemment pas un vote d'adhésion, sinon je l'aurais fait dès le premier tour. Mais le choix me paraissait évident, car pour moi, le pire était chez les néolibéraux soumis à l'UE comme Macron, qui détruisaient nos acquis sociaux année après année. J'étais aveugle à ce qui est pourtant évident quand on est un minimum formé politiquement, ou quand on est soi-même racisé. Les discours du RN sur l'immigration, les racailles, l'insécurité sont des discours racistes contre les Noirs et les Arabes qui séparent les classes populaires en deux,
Les blancs qui sont légitimes et les autres qui sont des citoyens de seconde zone. Ça, je ne le voyais pas, ou alors je faisais semblant de ne pas le voir, car j'étais désigné par le RN comme faisant partie de ceux qui étaient légitimes. Je ne voyais pas non plus l'évidence. Le RN, qui passe son temps à soigner son image pour se dédiaboliser, n'est que la vitrine acceptable de groupes plus clairement racistes, voire même certains néo-nazis. Il n'y a qu'à regarder qui compose le service d'ordre du RN et l'influence des anciens dirigeants du GUD Alex Lousteau et Frédéric Chatillon au sein du parti. Comment vous décririez le personnage de Frédéric Chatillon? Ah bah, il ne lui manque que la moustache. Et plus le groupe est restreint, et plus on se lâche sur des saluts nazis, des croix gammées, le négationnisme est omniprésent. Et il rigolait sur Auschwitz, qu'il y avait un stade de foot, une piscine pour les juifs, et qu'ils n'étaient pas gazés du tout, ils étaient juste morts de maladie, d'épuisement. Mais c'est dit sur quel ton? Sur le ton de « on n'en a pas tué assez ». Bref, je venais juste d'obtenir le droit de vote et j'étais obnubilé par la lutte contre les néolibéraux européistes. J'étais encore bien confus à cette époque. Pourtant, il y avait en moi un processus en cours qui allait m'amener à devenir clairement de gauche. Ce processus, c'était mon adhésion de plus en plus claire au marxisme et le développement de mes connaissances à ce sujet. Au-delà des lectures, c'est l'époque où j'ai binge-watché Francis Cousin. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un marxiste qui a une lecture très réactionnaire de Marx. En gros, pour lui, l'homme a été séparé de sa vraie nature par le développement capitaliste qui serait une sorte d'arrachement à un hypothétique communisme primitif. Et selon lui, comme le capitalisme est contradictoire, il tombera un jour et sera remplacé par le communisme. L'homme retrouvera alors sa vraie nature, en quelque sorte. Bon, j'explique ça vite fait parce que c'est pas le sujet, mais Francis Cousin, il est vraiment dans un délire naturalisant, c'est à peine s'il parle pas d'un retour au jardin d'Éden. Et lui, il pense ça de manière presque messianique, il est contre les orgas politiques, comme si spontanément, un jour, le capitalisme tomberait sous le poids de ses contradictions. Bref, ce mec est pas très intéressant, même s'il parle avec un niveau de langage aberrant pour se donner un genre. Le chien est gentil, et d'ailleurs, le chien n'est pas un chien, c'est une radicalité stellaire qui indique le monde nouveau. Ok. Mais moi, il m'a permis de faire la critique de 2017. Macron, c'est de la merde, Le Pen aussi, le vrai combat, c'est la lutte des classes. Ma période Francis Cousin, sincèrement, ça a dû durer 6 mois. 2 mois pour capter ce qu'il racontait, 2 mois pour y adhérer et 2 mois pour me rendre compte qu'il tournait en boucle et que c'était un peu bidon. Quand j'y repense, il y avait plein de trucs qui étaient n'importe quoi, mais qui faisaient partie du fait que ça me plaisait. Déjà, c'était un anti-woke, même si à l'époque on disait SJW. Ça me plaisait. Et puis il y avait un fond de suprémacisme européen bizarre qui me plaisait aussi, je pense. Inconsciemment, évidemment, hein, j'étais pas clairement dans un bail de suprémacisme blanc ou je sais pas quoi. Mais il sortait des conneries du type oui, avant, les ouvriers, ils allaient boire des coups et manger du pâté, et ils discutaient, et là, ils étaient révolutionnaires au bistrot, et maintenant, avec l'immigration, ils ont plus les mêmes lieux de socialisation et ils sont domestiqués à cause de ça. Bon, il y a un fond de vrai, quand tu rentres mater la télé dans ton pavillon, tu crées pas la même sociabilité de classe que quand tu vas parler avec des collègues après le boulot. Et les différences culturelles peuvent parfois être un frein. Mais il y avait aussi des sous-entendus bidons en mode le saucisson pinard, c'est plus révolutionnaire que le couscous, le marxisme c'est européen, blabla. À bas l'homme marchandise, vive l'homme générique debout, qui se tient debout, toujours debout, dans la jouissance et dans la jouissance culinaire. Il doit y avoir des réserves de fromage, il doit y avoir des jambons, il doit y avoir des saucissons, il doit y avoir des bocaux de mojettes de Vendée, des bocaux de lentilles d'Auvergne. Le repas est une communion d'amour, une communion de sève, une communion de révolution. Mais je laissais passer les incohérences parce que ça brossait ma culture dans le sens du poil, je pense. Parce que oui, le pinard, le saucisson, la bière, bah moi j'aime bien ça. Et je pense d'ailleurs qu'à ce niveau-là, je suis beaucoup plus ancré culturellement que 95% des droitards du net. Malgré tout, le ver du marxisme était dans le fruit, et avec ça, celui du matérialisme et du pragmatisme politique. C'est le moment où j'ai découvert le léninisme, et c'est justement ça qui m'a fait sortir des conneries idéalistes de la révolution qui viendra sans qu'on s'organise de Francis Cousin. J'ai commencé à écouter différents youtubeurs qui parlaient parfois de Lénine. Loïc Chéniaud par exemple, que j'avais découvert car il avait défendu Kluskar face à Francis Cousin justement. Je me suis vite rendu compte
que tout ce que Chéniaud disait d'intéressant, il l'avait pompé sur deux gars qui faisaient aussi des vidéos, Émeric Monville, l'éditeur de Clouscar, et Dominique Pagani, l'ancien collaborateur de Clouscar. Ces deux derniers ont eu une certaine influence sur ma pensée et m'ont permis de vraiment rentrer dans le marxisme-léninisme et de sortir des sphères rouge-brune, soraliennes, etc. À cette époque-là, j'ai commencé à lire Lénine, Henri Lefebvre, et revenir sur Clouscar en comprenant enfin vraiment l'auteur. Dominique Pagani en particulier m'a aidé à développer ma culture philosophique et à sortir du rouge-brunisme parce qu'il me montrait la nuance présente chez Clouscar dans sa critique du libéralisme libertaire. Contrairement à ce que racontent Soral et les Soraliens sur lui, il n'est jamais question chez Clouscar de dire que le progressisme culturel prôné par les fameux libéraux libertaires serait à rejeter pour embrasser des valeurs traditionnelles. C'est pas ça, Clouscar. Il s'agit simplement de mettre en garde contre une sorte de pinkwashing qui consiste à faire croire qu'on est progressiste alors qu'on veut juste faire du chiffre en ouvrant des marchés jadis interdits par les mœurs, en se donnant une image de gauche. Mais ça ne veut pas dire qu'il faille se soumettre aux valeurs traditionnelles pour autant. Et Pagani rappelle bien que la vie même de Clouscar le montre. Souvent, parmi les gens qui comprennent la critique philosophique, économique et culturelle du libéralisme libertaire, ils ont l'impression que ce qu'on pourrait préconiser contre ça, c'est une forme de rigorisme, c'est une forme d'austérité, et autant un personnage en tant qu'individu comme Clouscar, et autant un personnage en tant qu'individu comme Michéa montre, pour qui connaît un petit peu leur vie, leur mode de vie et leur hygiène de vie, que ce n'étaient pas des moines et que leur hédonisme, dans le bon sens du terme, ne contredisait pas du tout leur thèse. Je peux me permettre de dire avec Clouscar encore moins que Michéa. Alors, moi, voilà, je ne l'ai pas connu, mais... Je vais faire des aveux. On était potes avec Clouscar. Il était la popote chez moi quand j'étais avec ma femme à l'époque. Je veux dire, on était un peu son ménage, j'étais un célibataire. Il me disait, tu devrais venir en Espagne, les putes, elles sont pas chères. Mais c'est tout le contraire d'un père fouettard qui vient vers les mœurs. Le problème, selon Clouscar, c'est que la bourgeoisie, qui est en période d'expansion capitaliste, nous vend la révolution des mœurs, comme en 1968, n'hésitera pas à tomber dans le néofascisme en période de crise en disant qu'on est allé trop loin sur les mœurs. Il ne faut donc pas se laisser endormir par la libération des mœurs et continuer à voir que la lutte des classes reste le moteur de l'histoire en arrière-plan. Bref, je développe plus les thèses de Clouscar dans ma vidéo L'arnaque Valek et je vous laisse aller la voir ou la revoir si ça vous intéresse. Dans tous les cas, j'avais un socle théorique politique qui commençait à devenir plus clair dans ma tête. J'étais au début de ma vingtaine, en fin de 4e année de médecine, et j'étais de plus en plus convaincu que je devais passer à l'action tout en continuant de bosser théoriquement. À ce moment-là, tout s'accélère dans ma vie. Je vais essayer de vous expliquer ça, mais c'est pas évident parce que tout est concomitant, les études, le militantisme, ma vie perso, etc. Commençons par mes études. En médecine, à mon époque, on passait un concours national en fin de 6e année et notre classement déterminait nos possibilités de choix de spécialité et de ville. Par exemple, le premier du concours pouvait tout avoir dans toutes les villes et le dernier pouvait uniquement avoir les postes qui n'ont pas été pourvus par ceux qui sont arrivés mieux classés que lui. Moi, je voulais prendre psychiatrie, car j'étais resté tout ce temps passionné par l'être humain et son développement, notamment sa psyché. Et comme la psy, c'est quelque chose qui n'est pas très pris au concours, parce que ça fait peur, parce qu'il n'y a pas de moyens en psy, et puis parce que ça rapporte moins que la plupart des autres spécialités, disons, j'avais pas nécessité d'être ultra bien classé. Or, sans me jeter des fleurs, j'avais toujours été dans les premiers de ma fac, et donc j'allais probablement avoir un classement très haut au concours pour quelqu'un qui voulait prendre psy en province. Du coup, en 5e année, je me suis dit qu'au lieu de taffer à 100% sur la médecine et apprendre par cœur des classifications de chirurgie qui ne me serviront jamais, j'allais faire en parallèle un Master 1 de philosophie pour développer mes connaissances et pouvoir être aiguillé dans l'écriture d'un mémoire de philo. En fac de philosophie, j'ai découvert des choses très différentes de celles que j'avais vécues en médecine. Des professeurs accessibles, quand bien même ils étaient très compétents, qui faisaient attention à toi et qui étaient là pour t'accompagner. Alors qu'en médecine, c'était un peu marche ou crève. Les profs nous connaissaient pas et un cours sur 3 était annulé sans raison. Et puis l'ambiance de concours nous mettait tous en concurrence entre nous. J'ai pu cette année-là faire mon premier vrai travail de recherche en philo, un mémoire sur l'approche historique du sujet chez Michel Clouscar, et particulièrement dans son maître ouvrage, selon moi, L'être et le code. Ce travail m'a vraiment permis d'encore mieux appréhender le marxisme, même si aujourd'hui je ne suis plus en accord avec tout ce que j'ai pu écrire à l'époque. Et évidemment, ça m'a permis de très bien connaître Clouscar et de sortir définitivement de la lecture rouge-brune de son travail. D'autant que certains profs m'avaient enseigné des travaux sur l'antiracisme, sur le féminisme, sujet que je ne comprenais pas auparavant, préférant répéter les conneries que j'avais apprises dans les sphères soraliennes, comme quoi l'antiracisme et le féminisme empêchaient la lutte des classes.
Cette année de fac en 2019-2020 a donc été pour moi un virage à gauche assez net. J'étais encore confus sur plein de trucs évidemment, mais je savais maintenant où était mon camp, à gauche, chez les communistes. Or, quand on est communiste et léniniste, se pose la question du militantisme et du parti. Un communiste seul dans son coin qui ne milite pas, ça ne sert pas à grand chose. La commune! Achetez la commune! J'ai donc commencé à me rapprocher du parti dans lequel était Aymeric Monville, que j'écoutais sur YouTube, le PRCF. En gros, c'est une scission du PCF qui est née du refus de l'abandon du léninisme, mais aussi du refus des concessions que le PCF a fait vis-à-vis de l'UE. Le mot d'ordre le plus connu du PRCF, c'est le Frexit progressiste, avec une sortie de l'UE, de l'OTAN et de l'euro, puis évidemment du capitalisme. J'ai rejoint ce parti à l'époque parce qu'il correspondait à ma ligne, communiste, mais toujours très attaché à la question du souverainisme et de la lutte contre l'UE. Je savais pourtant qu'entre la fac de médecine et celle de philosophie, je n'aurais pas beaucoup de temps pour militer. Mais je voulais cotiser avec mes faibles revenus d'étudiant pour aider ceux qui faisaient avancer ma ligne. Au final, l'organe n'était pas implanté là où j'habitais, donc comme j'étais seul, novice et étudiant, à part faire du collage et du boitage, je n'ai pas pu faire grand chose. Cependant, l'intérêt de ce genre d'orga groupusculaire, c'est qu'il y a un noyau assez actif dans lequel on trouve des gens pour discuter et se former. Ce qui m'a le plus marqué des presque 3 années passées dans cet orga, ce sont mes échanges avec Georges Gastaut, philosophe et militant communiste depuis des décennies. Le genre de gars qui a été là dans les années 1990-2000 où le communisme était un gros mot et qui a tenu bon. J'ai beaucoup de respect pour ce genre de personne, même si aujourd'hui je ne suis plus en adéquation avec sa ligne politique. Nous sommes en 2020-2021, je suis en 6e année de médecine, j'ai mon master 1 de philo en poche, et je fais une année de pause dans mon cursus de philo pour me consacrer à 100% au concours de l'internat de médecine que je passe en fin d'année. C'est là que va naître Paduring, parce que j'ai un peu de mal à rester fixé à 100% sur mes cours de médecine. Autant j'adore apprendre des nouvelles choses, autant bachoter des années durant des notions que je connais déjà relativement bien pour connaître le moindre détail, c'était un peu compliqué pour moi. Mon esprit était ailleurs. Imaginez, je suis un jeune militant marxiste dans une orga où je suis seul dans ma ville. Je n'ai pas de contact, pas de capacité militante particulière. Pourtant, je commence à être formé en philo, notamment sur le marxisme et sur Kluskar. Et je vois que sur le net, ceux qui en parlent en se revendiquant de gauche, c'est Loïc Chéniaud et Camarade Charles qui arrêtent souvent leurs analyses à la critique du progressisme culturel, alors qu'il me semble que Kluskar critique aussi ce progressisme pour le risque néofasciste qui risque d'émerger à partir de lui si nous baissons nos gardes. Et ce risque, on le voyait justement apparaître depuis la répression intense des Gilets jaunes par Macron. Je me dis alors qu'il faut que je parle moi-même de tout ça sur internet parce que personne ne le fera à ma place, et qu'il faut qu'une gauche communiste consciente de la critique du libéralisme libertaire et de l'UE émerge, sans pour autant qu'elle fasse le jeu de la droite, comme Camarade Charles ou Loïc Chéniaud me semblaient parfois faire. Quand j'ai débuté cette chaîne, un de mes mots d'ordre a été de ne pas devenir un nouveau Loïc Chéniaud, un nouveau Camarade Charles, c'est-à-dire quelqu'un d'inaudible à gauche, non pas nécessairement parce qu'il a tort, mais surtout parce qu'il passe son temps à taper sur la gauche. Quand tu tapes sur la gauche, tu dois le faire en communiste, par la gauche, et surtout tu dois plus taper sur la droite que sur la gauche. Parce que l'enjeu, il est là. Les divergences entre camarades, ce ne sont pas des oppositions absolues comme celles qu'on a avec la droite. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit être désagréable ou insulter la droite et les confus, car mon parcours est l'exemple même qu'on peut évoluer politiquement. Ça veut dire qu'on doit leur proposer une opposition claire et rude au plus profond de leur système de pensée, tout en restant de bonne foi et respectueux. Quand les gens le sont aussi évidemment. D'ailleurs, ce respect, c'est moi-même quelque chose qui a participé à me faire changer. Il y a parfois des gens moins confus que moi à l'époque qui m'ont tendu la main, qui étaient prêts à discuter, à expliquer les choses. Et moi, ça m'a permis d'évoluer et je les en remercie. Alors ça veut pas dire qu'il faut toujours être là à s'excuser d'être de gauche, à prendre des pincettes pour tout. On peut aussi clasher, rentrer dans l'art. Ça peut aussi faire évoluer les gens et le public. En résumé, il faut analyser les dynamiques. Avec Paduring, je commençais un militantisme qui me ressemblait, qui était faisable même seul en province et qui ne me demandait pas un temps de fou, enfin au début. Paduring était au fond une réflexion pragmatique sur ma pratique militante. J'étais un peu bloqué sur le terrain car trop seul et inexpérimenté. Par contre, ça me semblait une bonne idée d'investir Internet sur une ligne qui n'était pas représenté à l'époque. Enfin, pas dans des vidéos qui faisaient plus de 200 vues, quoi. Avec Paduring, je me sentais utile politiquement et c'était une forme de militantisme qui me correspondait.
ce qui est essentiel quand on milite. Sincèrement, ça c'est central pour moi. Quand on milite, on doit faire ce qu'on sait faire et qui nous correspond. Quand on est étudiant comme j'étais, ça me semble ridicule d'aller tracter devant une usine et d'expliquer la vie à des types qui ont 50 ans, 3 gamins et puis un crédit. Moi je savais que j'étais plutôt bon en pédagogie, donc faire des vidéos pour expliquer et populariser une ligne qui n'était pas présente sur le net, en dehors de vidéos qui faisaient moins de 1000 vues, ça me semblait salvateur. Paradoxalement, Pas du Ring n'a pas seulement influencé des gens, ça m'a aussi transformé politiquement. Parce qu'à partir du moment où je me développe tant sur YouTube que sur Twitter, je suis dans une situation où je m'expose au discours politique des autres et ça accélère vachement mes connaissances car ça m'oblige à me positionner. C'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser plus profondément, non sans être un peu réfractaire au premier abord, aux problématiques décoloniales, féministes, LGBT par exemple. Je dis ça comme ça, mais si ça s'accélère, c'est pas uniquement grâce au marché des idées que représentent les réseaux sociaux. Si je m'ouvre à des nouvelles problématiques à partir de 2019, 2020, 2021, et ce d'autant plus aujourd'hui, c'est pour plusieurs raisons bien concrètes. D'abord le quotidien. Le fait de vivre depuis des années avec ma compagne m'a, je pense, permis de m'ouvrir à l'altérité féminine, et donc de comprendre ce qu'une femme vivait, non plus de mon point de vue, mais du point de vue d'une femme. Qu'on soit clair, je n'ai jamais été dans des lore incel ou quoi. J'avais eu quelques meufs avant elle, mais c'est pas pareil que de vivre au quotidien avec quelqu'un et de voir ce qu'est la charge mentale féminine, les problématiques liées au VSS et compagnie. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ce genre d'expérience individuelle, bien loin des grandes théories qu'on a parfois à gauche. Écouter et comprendre la vie d'une femme qui nous est chère, ça nous rend potentiellement plus féministes que de lire des bouquins. Bon, évidemment, l'un n'empêche pas l'autre, et chacun est important. Mais je peux l'affirmer, la vie de couple avec une femme a changé. C'est pareil pour ce qui est de mon métier, la médecine. Et ce notamment depuis quelques années que je suis interne en psychiatrie. Pour ceux qui ne savent pas, un interne, c'est un étudiant en fin d'études de médecine qui a choisi sa spécialité, selon son classement au fameux concours dont je vous ai déjà parlé, et qui bosse à temps plein pour l'hôpital. Déjà m'insérer dans le monde du travail m'avait permis d'entrevoir plein de problématiques de pressurisation des équipes, de harcèlement au travail, de dénigrement, etc. Mais bosser en psychiatrie, ça va plus loin parce que ça veut dire côtoyer la plupart des gens que la société considère à tort ou à raison comme anormaux ou bizarres. Des personnes SDF, des migrants clandestins, des travailleurs et travailleuses du sexe, des prisonniers, des toxicos, des victimes d'inceste, des gens avec des handicaps intellectuels, des gens délirants. Plein de choses comme ça qu'on voit au final assez rarement si on bosse pas en psychiatrie. Or, pour bien faire mon travail, il a fallu que j'arrive à me mettre à la place des autres et à comprendre le monde avec leurs yeux, pour les soigner le mieux possible. À partir de là, on ne peut pas être dans un discours de droitard, de la méritocratie et de la faute individuelle. Personne ne choisit ses gènes qui pourtant nous rendent plus ou moins susceptibles aux maladies et notamment aux maladies psychiatriques. Personne ne choisit d'être victime d'inceste ou de naître dans un pays qu'il va devoir quitter en prenant tous les risques pour sauver sa peau. Personne ne choisit de devenir travailleuse du sexe pour se payer ses études ou la bouffe de ses enfants et de finir avec des traumas infernaux. Bref, il y a tout un tas de conditionnements que la droite refuse de voir et qui jouent un rôle énorme dans la vie des gens, et je pense que mon métier a fini de me convaincre de ça. En plus de ça, à un niveau plus général, le fait même de devenir interne en médecine, ça m'a fait passer réellement dans le monde du travail. Avant ça, j'étais externe en médecine, c'est-à-dire que j'avais un mi-temps à l'hôpital payé 100 balles par mois, et que mes parents me donnaient de quoi payer mon loyer et ma bouffe. Or, quand on commence à gagner son argent soi-même, on n'a pas le même rapport abstrait à la politique et à l'économie. Et je pense que ça m'a aussi permis de voir que les politiques sociales, c'était les partis de gauche et les syndicats qui les soutenaient. Une autre chose qui rentre en jeu dans mon virage à gauche de ces dernières années, c'est la réaction autoritaire policière de Macron durant les Gilets jaunes. Ça m'a ramené au réel au sujet des flics et du vrai visage de Macron. Macron, c'est pas un libéral libertaire, c'est un libéral autoritaire. Il est de droite et il utilise la police comme bras armé pour mater les travailleurs de ce pays. En tant que blanc, les Gilets jaunes ont été un moment où les violences policières sont devenues concrètes pour moi, là où elles étaient habituellement très abstraites. Après vous avoir dit tout ça, évidemment qu'au moment des présidentielles 2022, ma position n'avait plus rien à voir avec celle de 2017. Je savais que j'allais voter à gauche et le PRCF, pour lequel j'avais cotisé une dernière fois cette année-là, n'avait pas donné de consigne de vote. J'avoue avoir été longtemps tenté de voter Roussel, dont le programme était relativement similaire à celui de la FI, tout en étant plus à gauche sur la question du travail, des retraites, et en étant plus proche de mes idées sur certaines questions comme celle de l'énergie nucléaire. Je trouvais aussi les paniques anti-Roussel sur la viande assez ridicules. J'ai pourtant fini par faire le choix le plus pragmatique, voter Mélenchon,
qui avait un bon programme et une chance de passer au second tour. Comme vous le savez, ma voix n'a pas suffi et nous nous sommes retrouvés avec un nouveau second tour entre Le Pen et Macron. Pour lequel, cette fois-ci, j'ai préféré l'abstention, je vous rassure tout de suite, j'ai pas voté Le Pen en 2022 au second tour, j'avais bien conscience que c'était une sorte de roue de secours de la bourgeoisie. Au fond, avec du recul, si j'avais été purement rationnel, j'aurais peut-être même dû voter Macron, car Le Pen présidente n'aurait pu gouverner qu'avec une alliance avec la droite la plus libérale, Ciotti et Zemmour, et aurait eu une politique au moins aussi libérale que Macron, tout en étant pire que lui sur les questions de racisme, de droits des femmes et des LGBT, et sur la question de l'autoritarisme. Moi, ce que je réclame, c'est la présomption de légitime défense pour les policiers. C'est-à-dire que si tu te fais taper par un flic, avec Le Pen, tu dois prouver que tu es innocent. C'est pas à lui de prouver que tu ne l'étais pas. C'est totalement fascisant comme truc. C'est pour ça que, rationnellement, j'aurais peut-être dû voter Macron. Mais j'en étais incapable après tout le mal qu'a fait ce gars. Voter pour lui, ça aurait été le légitimer. Donc je me suis abstenu. Et puis, de toute façon, au fond, je savais qu'il passerait sans mon vote, donc je ne me suis pas déplacé voter. Cette séquence électorale a été pour moi un nouveau moment d'éclaircissement politique, parce qu'il a fallu faire des choix, et que lorsque l'on fait des choix, on se retrouve par la suite à devoir les assumer, et à les justifier. Pourquoi JLM plutôt qu'un autre candidat de gauche? Pourquoi ne pas choisir Macron ou Le Pen au second tour? Toutes ces questions issues de cette courte période électorale ont nourri mon rapport à la politique pendant les mois et les années à venir. Soit en les assumant, soit en les reniant. Mais dans tous les cas, je ne pouvais pas faire fi de ce qui s'était passé. D'autant que d'autres choix venaient juste après les législatives 2022, où mon choix personnel n'était pas dur, j'ai voté 2 fois NUPES, et mon candidat a été élu. En 2023, une chose va finir de me radicaliser, c'est la lutte contre la réforme des retraites, durant laquelle je me suis impliqué dans plein d'actions et de manifs. Durant cette lutte, j'ai réussi quelque chose d'intéressant, mettre mon audience, tant Twitter que YouTube, à disposition du mouvement social, et j'ai découvert une autre façon de faire des vidéos en lançant ma chaîne secondaire, Pas du Stream, qui a super bien marché. Le but étant de partager mes avis sans montage ni trop de préparation, ce qui me permet de faire de l'actualité là où les vidéos de la chaîne principale me prennent des mois de travail. J'ai ainsi pu participer à combler un manque qu'il y avait à gauche pour des contenus simples, parfois un peu PMU de gauche, qui permettent aux gens de se détendre tranquillement devant un contenu qui reste politisant et qui les pousse à approfondir. Et maintenant, où est-ce que j'en suis? Eh bien, vous avez pris une grande place dans ma vie, notamment parce que j'ai fait environ une vidéo par jour sur Pas du Stream depuis presque 2 ans. Donc il n'y a quasiment pas un jour où je ne pense pas à vous partager des choses et à lire vos commentaires. Et je vous en remercie parce que ça compte beaucoup pour moi. Cette activité m'a permis d'aider certains à se politiser, mais aussi de fonder une association pour m'aider dans mon militantisme et récolter de l'argent dans le but d'améliorer les vidéos. Alors vous le savez sûrement, mais je touche pas d'argent moi là-dessus, car je gagne assez avec mon boulot d'interne en psychiatrie. Mais grâce à ça, le frérot miniaturiste a pu arrêter de passer ses soirées à livrer des pizzas, et un monteur et un cadreur ont pu rejoindre l'équipe. Ça donne des formats canons, comme celui aux éditions sociales, ou celui avec Nicolas Framont, ou celui aujourd'hui où un prompteur m'évite d'avoir à baisser la tête et à relever la tête toutes les 3 secondes pour savoir ce que je dois vous dire. Ce que vous savez peut-être moins, c'est que cette association, on l'a fondée avec les camarades du média en ligne Position Revue, car on était d'accord depuis un bail sur la nécessité de faire avancer une ligne progressiste, matérialiste claire au sein des médias internet. Mais ce n'est pas tout. Comme les chaînes, en particulier Pas du Stream, ont rapporté pas mal de revenus publicitaires parce que je spamme des trucs putaclic H24, eh bien on est en train de monter la première fédération de médias et d'influenceurs progressistes en ligne. Le but, c'est l'efficience politique et l'entraide entre des médias et des influenceurs qui sont sur la même ligne, parce qu'on a remarqué qu'il y a plein de streamers, de tiktokers, de youtubeurs progressistes qui sont seuls et qui n'ont pas les moyens et qui se découragent. Parce qu'en face, la droite, c'est plus simple pour eux. Ils ont des moyens pro assez facilement avec des financements de milliardaires ou de la vente de formations foireuses. Bref, vous savez maintenant où j'en suis et comment j'en suis arrivé là. Je suis persuadé que je fais encore plein d'erreurs et que je continuerai à en faire, mais j'apprends en avançant et en m'appuyant sur le collectif. J'espère que j'apporte ma pierre à l'édifice pour vous et que vous avancerez un peu grâce à mon travail. Je vous promets d'être plus actif sur cette chaîne que j'ai trop négligée ces dernières années par manque de temps. Aujourd'hui, avec une équipe qui s'agrandit et mon mémoire de Master 2 de philo sur la conscience chez Trainductao terminé,
J'ai envie de consacrer le temps qu'il faut pour que 2025 soit l'année de la chaîne principale. Make chaîne principale great again. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez un parcours similaire au mien, que je me sente moins seul, et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, car j'ai sûrement omis des trucs. N'hésitez pas à donner sur le Tipeee si vous voulez une vidéo sur les différents chats de Lénine. Sur ce, prenez bien soin de vous, abonnez-vous, mettez la cloche, continuez d'apprendre et de lutter, et je vous dis à très vite sur la chaîne principale.